Bienvenue à vous qui venez de nous rejoindre pour la deuxième partie de Politicia, votre rendez-vous politique dans le numéro de ce jour est consacré à l'Union africaine. Mes trois invités sont restés avec moi. Moustapha Dramé, consultant en communication. Emmanuel Okamba, professeur d'université qui enseigne les sciences de gestion. Et le prêtre catholique Marcel Etouamila. Merci. Merci d'être resté avec moi. Remporter la lutte contre la corruption, une voie durable pour la transformation de l'Afrique. Voilà le thème qui était au centre du 30e sommet de l'Union africaine qui a pris fin ce 29 janvier à Addis Abeba, en Éthiopie. L'Afrique veut gagner la bataille contre la corruption. Mais comment s'y prendre pour des résultats significatifs? Avant d'en parler, je propose qu'on écoute ce qu'en dit le président Muhammadu Buhari du Nigeria. La corruption est en effet l'un des plus grands maux de notre temps. La corruption récompense ceux qui ne jouent pas selon les règles et crée également un système de distorsion et de détournement, détruisant ainsi tous les efforts d'une gouvernance constructive, juste et équitable. Des institutions fortes sont une condition nécessaire dans toute société qui vise à lutter contre la corruption. Dans la mise en place d'institutions nationales et régionales fortes, nous devons doter nos organismes nationaux de lutte contre la corruption de manière adéquate et les isoler de l'influence politique. Nous devons encourager une collaboration institutionnelle accrue entre les services chargés de l'application des lois et les agences de lutte contre la corruption afin de gagner ce combat. Alors, mes chers invités, commençons cette partie par deux constats. Premièrement, la corruption n'est pas spécifiquement africaine, c'est un phénomène mondial. Et le deuxième constat, le plus curieux, celui-là, c'est que tout le monde est contre la corruption. Tout le monde. Vous allez rencontrer rarement quelqu'un qui vous dira, lui, il est pour la corruption. Mais le phénomène prend d'ampleur. Comment l'expliquer, professeur Okamba? La corruption... Comment se fait-il que le phénomène prenne autant d'ampleur alors que par principe, tout le monde est contre la corruption? Oui. Alors la corruption pose en fait un problème fondamental, c'est celui de l'éthique. Oui. L'éthique politique, le rapport de l'homme politique avec les biens communs. Mais il n'y a pas que les politiques qui sont corrompus. Mais restons dans cette sphère-là. Restons d'abord à le débat, oui, c'est-à-dire les dirigeants qui se sont retrouvés à Addis Abeba pour parler de la corruption. Tout à fait. Les rapports de l'homme politique avec le bien commun. Oui. C'est-à-dire la confusion qu'il peut faire entre ce qui appartient à la population, ce qui appartient au peuple et ce qui lui appartient. Lorsque ces sphères ne sont pas bien distinguées entre la sphère individuelle et la sphère collective, on arrive à ces dépassements, à ces erreurs, à ces détournements aussi bien des biens, de l'argent, des biens publics que même des consciences. Vous êtes en train d'expliquer, professeur Kamba, que sur le continent, on n'a pas la culture du bien public, c'est ça? Il n'y a pas le respect de la chose publique, on n'a pas la culture de l'intérêt général, de l'intérêt collectif qui puisse permettre de respecter la chose publique? Il y en a, il y a quand même les 10 pays top de la lutte contre la corruption qui enregistrent des bons résultats. On peut citer le cas du Botswana, le cas du Cap-Vert, de Seychelles, du Rwanda, de l'île Maurice, de la Namibie, du Ghana, et jusqu'à l'Afrique du Sud qui est en 10e position avant le Sénégal et le Lesotho. Donc il y a quand même des pays qui en Afrique ont fait un effort pour lutter contre la corruption. Mais le problème, c'est que cette corruption est devenue généralisée au niveau de l'Afrique. Comme si la corruption était un moyen, était un outil de gouvernance. C'est ça qui fait problème aujourd'hui. Marcel Etouamila, vous êtes prêtre catholique, donc vous incarnez la morale chrétienne d'une certaine manière. En tout cas, dans cette émission, c'est une bonne nouvelle déjà que les chefs d'État du continent mettent cette problématique au cœur de leur action politique. C'est une bonne nouvelle, mais comme a dit le professeur, tout doit commencer par lui. Parce que si je regarde puisque pour guérir une maladie, il faut en connaître les causes. Alors, les causes d'abord... Où les causes de la corruption en Afrique? Je pense à la faiblesse des institutions et aussi au peu de soins qu'on accorde aux fonctionnaires.
C'est-à-dire que quelqu'un qui ne touche pas ce qu'il devait toucher. Pour vivre décemment. Voilà, pour permettre de renouer, pour permettre au moins de bien constituer le panier de la ménagère, de renouer le 2 bouts du mois. Alors, s'il n'en est pas capable, pratiquement, il se lance dans la corruption. Il se laisse corrompre, il se laisse tenter. Il se laisse tenter. Il se laisse tenter. Et puis, il y a aussi les institutions, c'est-à-dire ceux qui doivent veiller au respect de tout, s'ils sont faibles. Et en plus de cela, il y a aussi que ça part même de la tête d'un État. Bon. La corruption au sommet de l'État. Ah oui, parce que ça peut être quelque chose de bien organisé. Je peux prendre l'exemple des examens d'État en République démocratique du Congo. Les examens d'État, c'est l'équivalent de bac ici, par exemple. Comment se fait-il? L'inspecteur qu'on envoie pour surveiller, pour superviser les examens d'État, il doit renvoyer de l'argent à celui qui l'a désigné. Celui-là a aussi à qui il doit renvoyer, ainsi de suite. Donc, ce qui fait que l'élève qui doit payer cet argent, des parents vendent leur maison ou même leur bicyclette, ils vendent ce qui leur est important pour que l'enfant présente les examens d'État. Malheureusement, si le prêtre dit « ne payez pas de corruption, on doit faire les examens », les parents se plaignent, ils trouvent que leurs enfants vont alors échouer. Donc finalement, on n'étudie pas. On se prépare seulement à la corruption. Donc tout cela, mais la chaîne là montante, où part cet argent? Ça ne part peut-être pas jusqu'au sommet, mais ça va jusqu'à des hauts dignitaires qui désignent les différents superviseurs. J'ai, en ce qui me concerne, envie d'espérer que ce que vous racontez est anecdotique, c'est-à-dire marginal, et que ce n'est pas la pratique majorité dans votre pays. La RDC est un grand et beau pays. Et en tout cas, Moustapha Dramé, les études le montrent, on a 2 catégories de corruption. La petite corruption, qui est celle qu'évoque Abbé Etouamina, qui consiste pour l'agent de la mairie à déclasser, ou du ministère à déclasser un dossier contre pot de vin, et la grande corruption à la tête de l'État qui consiste à réclamer 10% à un investisseur, 10% de son capital. Quel doit être le levier à actionner pour lutter efficacement contre ce phénomène? Il a parlé des institutions. Et comment doit-on l'imaginer? Quelle doit être l'institution? C'est l'institution judiciaire? Absolument. Ça fait partie et c'est l'élément principal. Mais la première institution pour moi, c'est l'individu. La première institution pour moi, c'est la conscience. La conscience collective. En celle-là, l'éthique, la morale. C'est très important. Mais quel est le pays, quel est le continent où on chante le plus la solidarité? C'est l'Afrique. Monsieur Moustapha, mais ce qu'il a dit, et concernant notamment la petite corruption, il dit quand les gens ne vivent pas bien, autrement dit, vous avez un agent de l'État dont les enfants sont malades, qui n'a pas de quoi payer les médicaments, et on lui tend un billet de banque pour déclasser un dossier. Qu'est-ce qu'il fait? C'est ça la vraie question. Elle est d'abord familiale, sociale et économique. Très bien, mais ça, c'est au niveau local. Mais moi, dites-nous. Tout corrupteur a son corrompu et vice-versa. Si je suis victime d'une corruption de 100 €, alors que c'est 100 € seulement que je possède, cela vaut le million d'euros que tu as, puisque tu as 2 millions d'euros. C'est à peu près la même chose. On rend les gens victimes des faits que nous commettons. Donc la corruption, à l'échelle minime ou à l'échelle globale, pour moi, c'est plus ou moins la même chose. Et je disais tout à l'heure, on parle tout le temps de la solidarité en Afrique, mais c'est le continent où il y a le plus d'injustice. Et c'est cette injustice qui provoque aussi, qui alimente cette corruption-là aussi. Il ne faut pas oublier ce fait-là. Parce que ce qu'il y a, c'est que, comme je l'ai dit tout à l'heure, travailler sur les mentalités, tu disais tout à l'heure qu'est-ce qu'il fallait faire. Travailler sur les mentalités, c'est très très important sur le plan de l'éthique, la morale, ce qu'il faut pas faire, ce qui relève du denier public et ce qui relève de la vie privée, dans un deuxième temps, mais au niveau des institutions. Au niveau des institutions et surtout au niveau de l'État, éviter les gré à gré dans les investissements et dans le marché public. Le gré à gré est une des causes principales de la plupart des corruptions étatiques. Sans compter que
nous avons mis en place des organismes, par exemple au Sénégal, l'OFNAC, l'IGE, qui produisent des rapports. Mais ces rapports-là sont sous la table et l'État, le gouvernement, le chef de l'État ne s'en occupe pas. Ça veut dire quoi? On dit aux gens, vous serez punis. Est-ce qu'il est toujours informé des pratiques corruptives? Il est même informé plus tôt que ceux qui ont écrit le rapport. Non, je veux dire, est-ce que le sommet, tu as bien compris, le chef de l'État est toujours informé des pratiques de corruption? Il reçoit tous ces rapports-là. Ce qui nous a délégué, qui nous a chanté chez nous, je prends un exemple, la gouvernance sobre et vertueuse. Qui nous l'a chanté, nous? C'est notre chef d'État. Mais après ça, qu'est-ce qui s'est passé? On a vu encore des multitudes de dossiers qui sont sous la table et qui n'ont jamais été traités. Vous appelez ça comment? C'est la corruption d'État. Elle est très dangereuse parce que c'est quelqu'un en lequel le peuple voit son image, son miroir. Et qui faillit. On n'a plus le devoir d'exemplarité, c'est ce que vous dites. Il faut l'exemple au sommet de l'État. S'il n'y a pas ces exemples-là au sommet de l'État, s'il n'y a pas la punition au sommet de l'État, si les enquêtes n'aboutissent pas à la punition des coupables, alors la corruption n'ira nulle part au Sénégal. Enfin, on ne l'éteindra pas, je veux dire. Elle continuera plutôt à gangréner toutes les couches de la société. Je ne suis pas pessimiste, c'est une réalité. Ça, c'est les faits. Donc, il faut éviter ces conflits. Il faut sanctionner, éviter les conflits d'intérêts, éviter les gré à gré, éviter le monopole dans certains secteurs qui concernent la vie de la nation. Et puis, il faut que les rapports des organismes qui enquêtent aboutissent à quelque chose. Sinon, la corruption va chanter. L'année prochaine, on se retrouvera au sommet de l'OIA. Ils vont faire de l'Union africaine, pardon, de l'UIA, et ils vont rechanter les mêmes chansons et on n'ira nulle part parce que eux, la plupart d'entre eux ont aussi les mains sales. Et c'est ça qu'il faut savoir. Le président du Nigeria, le président Buhari, a été nommé sacré, si vous voulez, champion continental de la lutte contre la corruption, parce que lui aussi, effectivement, a engagé une véritable lutte contre la corruption dans tous les secteurs de l'administration de son pays, y compris l'armée. Ça suppose quoi, professeur Emmanuel Okamba? Qu'il faut avoir la tête de nos États. Il faut d'abord commencer par le chef de l'État qui doit être d'abord quelqu'un de honnête, de probe. C'est ça qu'il faut. Comment on l'obtient ça? Quand on tient aussi compte des influences extérieures. Il est le père de la nation, il est celui qui donne la voix. Le président de la République est le chef de la nation, donc c'est lui qui oriente. Donc si le chef de l'État organise à son niveau la corruption, tout le pays est gangréné par la corruption. On dit le poisson pourrit par la tête. Absolument. Alors, donc, nous voyons l'effort que les chefs d'État sont en train de faire, la nomination des 5 chefs d'État dans les 5 principales régions africaines, c'est un pas important. Maintenant, il va falloir que ces chefs d'État se regardent d'abord dans le miroir eux-mêmes. Est-ce qu'ils peuvent mener le combat contre la corruption à l'échelle de la sous-région, de leur sous-région d'abord, pour l'emmener au niveau de l'Afrique dans sa globalité? L'état de droit dont on parle, les institutions, c'est d'abord l'état de droit. Le chef, on reconnaît son autorité par la sanction. La sanction, ce n'est pas toujours punir, mais c'est aussi récompenser. Donc le chef qui récompense ces administrateurs qui travaillent bien, qui sont honnêtes, qui respectent les règles, qui respectent le bien commun. Absolument. Ce chef a la confiance du peuple. Le chef qui sanctionne aussi ceux qui ne respectent pas la loi a aussi la confiance du peuple. Vous êtes en train d'expliquer qu'il est aussi important de récompenser parce que les honnêtes gens vont se dire qu'au fond, il ne sert à rien d'être honnête puisque ceux qui ne le sont pas ne sont pas sanctionnés. C'est exactement ça, Richard. C'est exactement ça. Alors, un pays, il y a quelques jours, a mis en place un dispositif. Il s'agit notamment du Tchad, qui a mis en place, disons-le, un numéro vert qui a pour objectif de dénoncer la corruption et les détournements. Quel jugement peut-on porter sur ce genre de dispositif? Ça peut marcher en Afrique, ça, un numéro où le citoyen lambda qui est victime de la corruption ou qui est témoin de la corruption appelle ce numéro et signale et donne les signalements de la personne qui vient d'être corrompue ou qui s'est fait corrompre. Ça peut marcher, ça? Qui le gère? Qui gère ce numéro? Ce ne sont pas les services secrets par hasard qui pourront faire des simulacres d'appels, etc. Vous n'y croyez pas? Ce dispositif ne peut pas marcher? Il ne peut pas marcher. Parce que si derrière... Et puis c'est la délation aussi. C'est la porte ouverte à tout.
Ben, si ça peut aider à recouvrir les milliards qui sont c'est pas ça. C'est pas vous ne voyez pas dans ce mécanisme. C'est pas ça. La preuve d'une efficacité, c'est ça très rapidement. Non, mais en réalité, tous les organismes de contrôle travaillent avec des indices ici ou là. Par contre, ce système, c'est une délation. Il faut éviter que ça tombe dans le règlement de compte. J'ai un problème avec mon voisin et puis voilà, il a fait ça, je vais le lui dire. Il faut qu'il y ait des preuves matérielles et des preuves concrètes. Et ça, c'est souvent difficile à avoir dans ces cas-là, à moins d'avoir des images. Et là aussi, il faut être bien précis. Ça peut marcher certainement, mais j'ai peur que dans nos pays où les conflits, même sur la base de quelques problèmes de voisinage, prennent de l'ampleur, j'ai peur que ça ne tourne à la délation, comme il dit. Je vous propose qu'on marque une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la troisième et dernière partie de notre émission. À tout de suite.